Bonjour à tous et bienvenue sur Personal Training Sale, le rendez-vous des coachs sportifs. Ici, on donne la parole aux experts du fitness belge afin qu'à travers leur expérience et leurs conseils, que chaque coach puisse réussir et grandir dans son activité. Aujourd'hui, on est avec Michael qui se présentera tout à l'heure. La thématique autour de laquelle les questions vont tourner, c'est les clés pour durer en tant que coach indépendant dans une salle privée. Bonjour Michael. Bonjour Hervé. Ça fait bizarre d'être assis en face de toi en mode très sérieux alors qu'on se connaît depuis. Enchanté. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Merci de nous accueillir dans ta salle. Merci à toi. Bon, moi je la connais. Normalement, je me suis entraîné ici pendant le Covid. Mais, très ça, il belle ne faut salle. pas dire normalement. Mais... Et j'avoue, c'est vraiment. Je rigole. J'avoue, en fait, c'est même pas faux. Je me suis pas entraîné ici. C'est la première fois que je viens ici. Je suis jamais venu ici. Avant de commencer, on a pour habitude de demander l'image de la semaine de nos intervenants. Quelle est ton image de la semaine, Michael? Alors cette semaine, l'image que j'ai, c'est d'ailleurs une image inspirante de mon ami Bao, qui est un coach ici à Bruxelles, qui a fait l'Aerox avec sa mère. Ok. Et j'ai trouvé ça vraiment inspirant parce que sa mère n'est pas une athlète, sportive. pas du tout sportive. Et le fait de faire une épreuve comme ça avec une mère qui n'est pas sportive, j'ai trouvé ça vraiment beau. Donc il avait déjà fait auparavant au premier Aerox et là ils ont fait leur deuxième. Et ils ont encore battu leur score. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a motivé. Donc, super. Belle image. petite dédicace à Bao pour ce... Dédicace à Bao. Ouais. Belle image. Pour ça. Top. Super belle image. Merci pour ce partage. Et félicitations Bao, félicitations à ta maman aussi. Avant d'aller plus loin, avant de commencer un peu, présente-toi, dis-nous qui tu es. Bon, je te connais, hein, bien sûr, mais voilà, pour les personnes qui nous regardent, fais-nous part un peu de ton CV, voilà, de tout le parcours sportif que tu as aujourd'hui. Ouais. Alors, je m'appelle Michael. Donc aujourd'hui, je suis gérant de la salle de sport l'Extreme Training Center. Alors avant ça, j'ai été principalement athlète, donc bodybuilder. Donc j'ai fait de la compétition en quelle bodybuilding. En bodybuilding, donc la catégorie bodybuilding en moins de 70 kg. Okay. Donc j'ai fait. Ça date, hein, c'était à l'époque de Saint-Stan. Hein. Ouais, ça fait un moment. Donc à l'époque de Saint-Stan, je faisais encore la boxe. Oui, c'est vrai, ouais, je me souviens. Donc j'ai fait de la boxe très longtemps, toute mon adolescence jusqu'à on va dire la vingtaine, début de la vingtaine. Et puis alors je me suis focalisé après dans le bodybuilding. Et donc j'ai fait des compétitions, j'ai été athlète. J'ai d'abord travaillé dans une salle de sport en tant que réceptionniste. Et en plus, je coachais sur le côté. Et j'étais athlète en même temps, je m'entraînais. Et puis, du coup, depuis 2017, je suis ici gérant de l'XTC, l'Extreme Training Center. Et donc voilà, depuis, voilà ce que je fais. Tu es gérant de cette salle depuis 2017, donc on est 8 années d'exploitation. Voilà. Ici aujourd'hui, en tant que gérant, quels sont les défis que tu as rencontrés au début? Quels sont les défis que tu rencontres aujourd'hui? Donc vraiment, ce qui est assez difficile, il y a plein d'aspects, mais le plus difficile, c'est vraiment de trouver du personnel qualifié, notamment les coachs pour les cours collectifs et aussi en tant que personal training dans la salle de fitness. Mais c'est vraiment trouver des coachs de qualité. Les coachs qui travaillent ici sont indépendants? Oui, indépendants, oui. Okay. Donc ce sont des coachs indépendants. Et tu as combien de coachs ici aujourd'hui? Ouf. Indépendant, pas pour les cours collectifs. Cours collectifs, je sais qu'il y en a quand même pas mal. Ah, ok, oui. Cours collectifs, il y en a pas mal. Oui, cours collectifs, il y en a pas mal. Mais indépendant, il n'y en a plus beaucoup. Il devait être 3, 4. Et quel a été ton pic? Je dirais le double, 7, 8. Okay. Mais il faut savoir que le marché a beaucoup évolué entre-temps. C'est ce qui explique du coup le nombre de coachs que j'ai maintenant. Donc quand j'ai commencé, j'explique un peu l'histoire. Quand j'ai commencé en 2017, il faut savoir que la salle a deux activités, la salle de fitness et les sports de combat. Et quand j'ai repris la salle de fitness était encore assez développée, mais c'est arrivé au même moment que l'arrivée des grandes salles, les grandes chaînes, en l'occurrence, je peux dire Basic Fit, en l'occurrence, qui a vraiment pris le marché. Donc, notre positionnement, il a évolué et on a dû s'adapter avec ces nouvelles conditions. Donc, au début où le fitness et le coaching avaient une grosse part par rapport à notre chiffre d'affaires, disons ça comme ça, petit à petit, ça s'est dirigé plutôt vers les sports de combat et aujourd'hui, on est principalement
Notre activité est principalement les sports de combat. Axé sur les sports de combat. Voilà. Ta salle est connue pour les cours collectifs. Je veux dire, aujourd'hui, dès qu'on entend parler de XTC, la première image qu'on a, c'est les cours collectifs. Ouais. T'en as combien? Si tu arrives à... Des cours collectifs? Ouais. Combien de cours différents? Combien de cours différents? On est à 8 cours différents. Donc, pour les enfants et les adultes. Donc, pour les enfants, on a boxe, pour les adultes, pour les enfants, on va commencer. Boxe anglaise, boxe thaï, jiu-jitsu brésilien. Et maintenant, on va commencer le taekwondo. À un moment, on a donné le judo, mais on a arrêté. Pour les adultes, c'est pareil en fait. C'est boxe thaï, boxe anglaise, MMA et jiu-jitsu brésilien. Ok. En général, quand une personne... Enfin, quel est ton taux d'inscription de cours collectifs et de la salle? Par rapport au fitness, oui. La répartition. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça le bon terme. La répartition entre cours collectifs et le fitness. Je dirais qu'aujourd'hui, on doit être aux alentours de 80-20. Ah oui, 80% des sports de combat et 20% des fitness. Okay. Même si à l'époque, il faut savoir que ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution de la salle. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que la salle était connue pour le bodybuilding. Okay. Il n'y avait pas du tout les sports de combat. La salle existe depuis 2007. Bon, ça a commencé avec un shop. C'était un shop de suppléments. Puis c'est devenu très rapidement une salle de fitness et de bodybuilding. Et à l'époque, la salle était connue pour le bodybuilding. Il y avait beaucoup d'athlètes connus à l'époque qui venaient s'entraîner ici. On était une référence pour le bodybuilding. Mais au fur et à mesure du temps, notamment avec l'arrivée de Basic Fit, on a dû pivoter pour pouvoir survivre. Et en fait, aujourd'hui, on est maintenant connu pour les sports de combat, mais à l'époque, c'était pour le bodybuilding. Donc, on est sur une répartition de 80-20, ce qui est énorme. Donc, ça veut dire que votre chiffre d'affaires, vous allez chercher dans les cours collectifs. Exactement. La question qui me vient à l'esprit, c'est comment vous faites pour fidéliser ces gens? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour fidéliser les personnes qui s'inscrivent pour les cours collectifs? Parce que c'est votre vache à lait. Oui. Donc, tout d'abord, il faut des coachs de qualité. Okay. Vraiment des coachs de qualité. On essaye d'avoir un coach fixe pour nos cours collectifs et ne pas que ça change. Parce que c'est important que les clients, il faut savoir que les clients s'attachent au coach. Totalement, ouais, et totalement. c'est très important de garder le même coach. Justement, suite à ça, j'ai deux questions. C'est marrant. Mais la première question, c'est, tu me dis, il faut un coach de qualité, il faut un coach qualitatif. Voilà. C'est quoi un coach qualitatif pour toi? Instructeur de cours collectif, c'est quoi? Parce que pour moi, je fais la distinction entre instructeur de cours collectif et personnel trainer. Ouais. En tant que coach, en tant qu'instructeur de cours collectif, quelles sont les qualités que tu recherches? Alors, la qualité principale, il faut de l'expérience, bien sûr. Il faut des compétences techniques, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être passionné déjà, mais d'avoir une vision de long terme et de voir ça comme une carrière. Okay. C'est-à-dire que souvent, les coachs, quand ils commencent, ils ont leur qualité, mais ils ne cherchent pas à s'améliorer. Ils n'ont pas une vision à long terme. Ils viennent juste pour donner leurs cours et puis c'est tout. Tandis que, et je pense que c'est la même chose pour les coachs personnels, c'est vraiment constamment chercher à se former et à s'améliorer. Que ce soit sous forme de formation. On revient sur ce terme de formation continue. Voilà. Que ce soit sous forme de formation ou même de feedback constant et continu avec les élèves, voir comment on peut s'améliorer en tant que coach. Et il faut être assez humble. Ce n'est pas parce que vous avez de l'expérience et que vous êtes formé que ça veut dire que vous ne pouvez pas apprendre et que vous ne pouvez pas apprendre même de gens qui ne sont pas formés, notamment votre clientèle. Parce que la compétence technique est bonne, mais il faut savoir qu'est-ce que le client attend, quel genre d'atmosphère il s'attend à avoir. Et des fois, on croit que c'est les compétences techniques très poussées que les clients viennent rechercher, mais ce n'est pas du tout ça. Oui, il faut une base technique, mais c'est surtout l'ambiance, l'atmosphère, la manière dont le coach s'intéresse et est impliqué dans son cours. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est une notion que je mentionne très souvent durant les formations, que toutes les informations dont le coach a besoin de savoir, c'est durant l'analyse de besoins, durant ce que j'appelle une étude de besoins, que le coach va réellement savoir, OK, ce client recherche ça. Exactement. Et c'est une fois que tu as toutes ces infos que tu vas créer ce qu'on appelle maintenant l'expérience client. Voilà, tu vois. Et donc ça rejoint totalement ce que tu viens de dire. Et justement, ma deuxième question, donc tu as parlé de qualité,
Mais la question qui vient, tu vois, tu as dit les membres s'attachent à l'instructeur. C'est vrai. Ça, c'est totalement vrai. Comment tu gères quand tu as un coach qui est absent? Alors, donc, il faut savoir que nos coachs sont très rarement absents chez nous, mais souvent, alors, quand le coach crée sa communauté, on va dire ça comme ça, souvent, il y a des clients ou des élèves qui se démarquent et qui commencent à avoir un certain niveau. Souvent, ces élèves-là finissent par devenir athlètes, représentent la salle et font des compétitions, mais graduellement, ce qui se passe, c'est que souvent, le coach commence à former les élèves plus expérimenté et qui l'assiste durant le cours pendant qu'il est là. Donc ça veut dire que graduellement, le coach va se former une équipe d'assistants. Et donc les clients s'habituent à la fois au coach principal, qui reste le socle principal, mais s'habituent aussi du coup à ses assistants. Et donc c'est comme ça c'est ce qui permet que quand le coach est absent pour des compétitions ou autres, bah alors quand ce sont les assistants, les élèves qui reprennent le cours, les clients ne sont pas dépaysés. Parce qu'en fait, ils ont déjà pris l'habitude de dealer avec. Tu viens de dire que quand les profs ont des combats, c'est-à-dire que la plupart de tes instructeurs de cours collectifs sont des combattants. Il y en a qui sont combattants, mais la plupart, c'est surtout quand ils ont des combats pour leurs pour leurs élèves. Pour leurs élèves. Ah, ok. Souvent, on va dire un week-end sur deux. Mais donc ça arrive plus souvent les week-ends. Donc la semaine, ce problème-là n'arrive pas vraiment, parce que les compétitions sont souvent le week-end ou le vendredi éventuellement. Donc c'est souvent les coachs qui vont avec les élèves en compétition. Et tout à l'heure aussi, tu as mentionné, tu as mis en avant le fait qu'il faudrait que le coach et l'instructeur aient une certaine expérience. Voilà. C'est-à-dire que si moi je suis un nouveau combattant, voilà, j'ai fait 1 an de boxe anglaise et j'ai envie de me lancer, j'ai envie de commencer à donner des cours collectifs. Si je viens postuler ici, qu'est-ce que tu me dirais, sachant que je n'ai qu'un an, mais j'ai envie de partager, même si je n'ai qu'un an d'apprentissage, j'ai quand même envie de donner et que je viens postuler chez toi. Qu'est-ce que tu vas C'est tout à fait possible. Donc alors, comme j'ai dit, on a un coach principal. Mais ça n'empêche qu'on a toujours besoin d'assistants, toujours besoin quand il y a beaucoup d'élèves. C'est vrai que des fois, c'est compliqué pour le professeur de gérer. En plus, la boxe, c'est très technique, donc l'attention au détail, que ce soit la boxe ou les sports de combat en général, l'attention du détail est importante. Donc, souvent, les coachs ont besoin de toute façon d'assistants ou d'élèves qui vont pouvoir un peu corriger et voir les autres élèves. Même si le coach va passer chez tout le monde, il ne peut pas être chez tout le monde en même temps. Donc, bien sûr, quelqu'un qui n'a pas d'expérience peut venir ici, qui a un peu d'expérience, mais bien sûr, il ne sera pas le coach principal, mais il peut venir pour apprendre. Déjà et tout doucement. Et petit à petit, graduellement, remplacer le coach ou proposer d'autres cours sur le côté, des autres tranches horaires. Donc ça, c'est possible aussi. Oui. Okay, là, on a parlé d'instructeurs de cours collectifs. Je vais un peu revenir sur les personal trainers. Donc, tu m'as dit que tu en as 3 aujourd'hui. Oui. 3 aujourd'hui. Allez, avec ton expérience, parce que tu as coaché toi-même à un moment donné, avec ton expérience, qu'est-ce qui pourrait différencier, mais qu'est-ce qui a différencié ici un bon coach et un moins qualitatif? Comme j'ai dit, même chose que pour les cours collectifs, c'est cette volonté de constamment s'améliorer et de se former. Je vois souvent des coachs qui viennent, qui ont leur formation, qui ont un peu d'expérience, mais qui restent sur leurs acquis. Or que le monde évolue, les tendances évoluent, les gens ne viennent plus pour la même chose. Peut-être qu'à l'époque, les gens venaient rechercher du bodybuilding un peu plus extrême. Aujourd'hui, c'est un peu plus fitness. Peut-être que ça se dirige plus vers le circuit training maintenant. Donc, il faut savoir que l'Aerox maintenant qui est fort à la mode. Donc, il faut savoir s'adapter à la demande et au marché. Donc, constamment se réinventer en fait. Et se former. Et aussi, ça revient encore à la même chose, s'intéresser aux clients. Donc, si de base, naturellement, vous vous intéressez aux clients, cette reconversion ou cette formation va venir naturellement parce que vous allez voir que les besoins de vos clients vont changer et vous allez vous adapter en fonction. Donc, donc si je dois résumer la différenciation entre un coach un coach qualitatif et un coach qui l'est moins, ça sera
l'apprentissage, enfin la formation continue L'apprentissage continu, la formation continue. et Oui. l'intérêt porté Au client. aux besoins du client. Exactement. Ça, pour toi, c'est ça qui va vraiment marquer la différence Voilà. entre un coach qualitatif. Et tout ça et être humble, qu'on peut toujours apprendre. Souvent, comme j'ai dit, les coachs pensent qu'ils ont toute la connaissance et qu'ils ne veulent pas apprendre soit d'autres coachs. Ça, c'est quelque chose que comment dire ça, j'insiste beaucoup, c'est n'hésitez pas à aller vous entraîner avec d'autres coachs. Même si vous êtes bon dans votre domaine, n'hésitez pas à faire des partenariats. Même avec d'autres personnes, pas forcément un coach. Hein, Voilà, même pas. Voilà, d'autres personnes qui pourront vous apprendre, même pas forcément des coachs. Ça peut être quelqu'un qui a l'habitude de faire de l'escalade. Je dis par exemple, vous avez quelque chose à apprendre quelque chose de cette personne-là et ça va vous permettre même d'incorporer ça dans vos compétences. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes, vous entraîner, soyez curieux, demandez de l'aide. Par exemple, si vous avez un athlète, un client qui a une demande où vous n'êtes pas totalement qualifié ou qu'il vous manque des lacunes, n'hésitez pas à faire des partenariats avec des coachs, amener vos clients dans d'autres salles avec vous, comme ça vous permet aussi à vous d'apprendre aussi. Donc, et ici, je vais juste revenir un peu sur toi, sur ta carrière, ton expérience. Tu as donné des cours collectifs? Oui. Ok. Tu as coaché? Oui. Selon toi, oui. C'est un bon combo ou pas? Être PT et instructeur de cours collectif. J'ai mon avis dessus, il est tranché. C'est quoi la trend là? C'est quoi la trend encore qu'on disait à l'époque là? La tendance? Ouais, il y a une trend, j'accepte mais mon cœur reste fermé. C'est un truc comme ça. Ok, t'as pas connu? Non, j'ai pas connu. Tu l'as connu ou pas? J'ai mon avis dessus et mon cœur reste fermé. Moi, ok. voilà. Mais j'ai envie de t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est un bon combo, instructeur de cours collectif et PT? Est-ce que tu penses que ça peut? Ça peut. Oui, mais dans les faits, on va dire c'est comme un business. Il faut se positionner. Alors oui, dans théorie, c'est ce qu'on demande. Quand tu ouvres un business, il faut que tu aies une niche, il faut que tu te positionnes, et ce qui est vrai. Mais souvent, des fois, pour arrondir, on va dire, les fins de mois, ou alors rajouter des revenus supplémentaires, tu peux faire quelque chose d'autre sur le côté. Par exemple, faire des cours co sur le côté si tu as du temps libre et vraiment qui ne sont pas remplis. Mais ta base principale, il faut que tu te focalises et que tu te spécialises, selon moi. Mais ça n'empêche pas que voilà, le 10% restant, tu peux faire du coach en collectif. En fait, moi, je te pose la question, pourquoi donc là, je te partage mon avis. Hein. Je te rejoins totalement sur cette idée de quand tu commences, tu dois principalement avoir, comme tu l'as dit, ta niche, ton noyau. Et comme tu l'as dit, en tant qu'entrepreneur, ça ne t'empêche pas d'aller de temps en temps voir ailleurs. Moi, j'accorde une importance incroyable au cours collectif. Pourquoi? Surtout dans la salle où tu exerces. Pourquoi? Parce que ça peut te ramener, en fait, non pas que ça va te ramener de la clientèle. Tu vois? Parce que comme tu l'as dit, les membres s'accrochent à l'instructeur. Si un membre a aimé l'énergie que tu as dégagée durant un cours collectif, c'est quasi converti. C'est quasi converti. C'est pour ça que moi, je reste convaincu que les deux, ça se lie facilement. Mais à condition que ce soit au moins dans le même, le même environnement, dans le même. Ça. Si ça crée une synergie, c'est comme nous, on a des clients fitness qui après vont au sport de combat et aussi le fait de faire des offres, d'offrir le fitness et le sport de combat, il y a une synergie qui se crée. Donc la synergie existe vraiment. Hein. Donc après, ça va dépendre de ta condition, si tu es coach qui tourne un peu partout, si tu es un freelance qui est un peu dans beaucoup de salles. Selon moi, là, ça ne va pas être intéressant. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Là, mais si tu es coach collectif dans ta salle et que tu coaches aussi dans ta salle, alors là, oui. Là, pour moi, là, oui, c'est intéressant. Après je veux dire, là, on est à Georges-Henri. Je peux être coach ici à côté de cours collectifs. Vu que c'est à côté, tu vois, on est dans le même secteur, tu vois. Mais par contre, si tu donnes un cours collectif, je ne sais pas moi, on est à Georges-Henri, tu donnes cours à Uccle, je sais pas moi, en Flandre. Là, c'est vrai que ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais l'idéal, c'est de donner cours collectifs dans sa propre salle. Exactement. Et si jamais, dans les salles qui sont juste à côté. Aujourd'hui, tu ne coaches plus? Non. Là, ton rôle principalement, c'est le management de la salle. La gestion de la salle. La gestion de la salle, la gestion de tes coachs indépendants, de tes personnels traîneurs et la gestion de tes instructeurs de cours collectifs. Comment tu arrives à gérer tout ça? Du coup,
comme j'ai arrêté de coacher, je peux plus facilement me focaliser sur la gestion de la salle. Avant, je faisais les deux. Je coachais et je faisais la gestion de la salle. Mais au bout d'un moment, il fallait que je fasse un choix. Parce que si je continue à faire les deux, ça ne me permet pas de travailler sur mon business et de le faire grandir. Okay. Donc, à un certain moment, il y a un choix qui a été fait et de me focaliser à 100% sur la gestion de la salle parce que pour avoir cette vision stratégique et pouvoir travailler sur ton business et pas dans ton business, il faut que tu aies du temps pour toi et avoir une vision plus extérieure, c'est-à-dire faire la gestion, pas forcément être à la réception, donner cours, mais vraiment gérer, essayer de gérer, puis voir d'autres salles, être curieux, rencontrer… Ouais, c'est ce qu'on appelle une étude de marché, étude de voir marché, un peu ce vraiment. que la concurrence propose. Voilà, et donc moi, j'ai dû faire ce choix à un moment, et même si c'était en fait de base, c'était mon projet principal. Quand j'ai commencé, je savais que le coaching n'était pas ce à quoi j'allais finir. Mon but a toujours été d'être entrepreneur et chef d'entreprise. Mais ça a été mon parcours pour y arriver. Donc dans mon cas, moi, je savais que je voulais arriver. C'était mon objectif final, où je suis aujourd'hui. Okay. Donc c'est pour ça que voilà, maintenant je fais que ça. D'accord. Il y a une question là qui me vient à l'esprit. Je suis censé te la poser à la fin, ouais. mais là j'ai envie de la poser. Quel est le conseil que tu me donnerais si je te dis, Michael, j'ai envie d'ouvrir ma salle privée? Aujourd'hui, au vu de l'émergence, de la présence de Basic Fit, je t'arrive, je dis, OK Michael, j'ai envie d'ouvrir un studio, une salle, quel est le conseil que tu me donnerais? Le conseil, si tu veux me donner un seul conseil, pas deux, un seul. Un seul conseil? Bon, deux aussi si tu veux. Non. De clairement te positionner spécifiquement et ne pas vouloir tout faire. OK. C'est-à-dire, soit tu te positionnes sur les sports de combat, soit tu te positionnes sur le cross, soit tu te positionnes sur l'EMS. OK. À l'époque, ça fait combien de temps que tu as arrêté le coaching privé? Ça va faire exactement, totalement 3-4 ans en fait, parce que j'ai repris des études de gestion. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu m'avais dit. Pour pouvoir me focaliser 100% sur la gestion. Donc du coup, on va dire que ça fait 3-4 ans que j'ai arrêté. Comment tu as utilisé l'expérience que tu as eue dans les sports de combat, dans le bodybuilding, dans les compétitions de bodybuilding? Parce que pour moi, c'est des forces. Comment tu as utilisé ces forces pour convertir tes clients que tu avais en coaching? Comment tu as utilisé ces deux éléments-là pour apporter en fait ton expérience durant tes coachings privés? Durant mes coachings privés? Oui, les coachings privés. Wow. Parce que c'est une force, le fait d'avoir fait des compétitions de cross, le fait d'avoir un bagage là-dessus, le fait d'avoir été coaché par d'autres personnes, parce que j'imagine que tu as eu un coach durant ces compétitions, le fait d'avoir fait des sports de combat, tu as magasiné quelque chose. Oui. Comment, durant tes coachings, comment tu as réussi à mettre ça en avant? Mais est-ce que tu les as mis en avant même d'abord? Oui, clairement. Déjà, la connaissance technique, donc ça, clairement. Mais surtout, comprendre quand on a fait des sports pendant longtemps et à haut niveau, enfin, en compétition, c'est l'importance de la patience et que les résultats arrivent graduellement avec du travail constant. Okay. Parce que souvent, par exemple, les clients s'attendent à des résultats rapides, mais que dans les faits, c'est la consistance sur le long terme qui va t'apporter des résultats. Et ça m'a permis de comprendre ça et d'être clair avec ça, avec mes clients, de leur dire et ne pas leur vendre du rêve aussi. Et pas leur dire qu'en un mois, 2 mois, 3 mois, vous allez avoir les résultats que vous voulez. Et que j'ai surtout mis en avant le lifestyle qu'il est nécessaire de créer pour avoir des résultats. Et je pense que cette sincérité dans les résultats et dans l'approche, même si certains clients veulent une réponse rapide, le fait que j'ai cette approche concrète et réelle, je pense, m'a donné de la crédibilité et m'a fidélisé en fait mes clients. Tes clients, ok. C'est intéressant que tu dis, parce que là justement, la question qui me vient à l'esprit, c'est
quelle est l'importance que tu, selon toi, selon l'expérience que tu as, selon les forces que tu as eues, enfin que tu as en fait, parce que ça reste l'expérience que tu as eue durant le bodybuilding, durant les compétitions, quelle est l'importance que tu accordes euh, aux compétences commerciales en tant que coach? Ah, très importante. Hein. Sur une échelle de, ok, on sait qu'un coach, il faut qu'il soit bon techniquement, il faut ça, il faut. Si on s'attarde uniquement sur les compétences commerciales, sur une échelle de 0 à 10, Ouais. où est-ce que tu placerais le curseur? À 70. Ouais, 7, ouais, 7. On va dire 70%, 30%, allez, 40% si tu veux être très technique. Mais après, ça va dépendre aussi de ton positionnement. Mais néanmoins, la compétence commerciale est très importante à tous les niveaux. Que ce soit en tant que coach, que ce soit en tant que gestionnaire de salle, que ce soit même en tant qu'employé, la capacité à pouvoir te vendre et comment dire ça, à donner ta valeur et ne pas avoir peur de donner ta valeur, mettre une valeur sur ton expertise est primordial, est très importante. Et pour moi, c'est ce qui démarque. Souvent, il y a des gens qui ont peur, par exemple, de demander leur prix, qui ont peur de, par exemple, quand des coachs qui commencent, qui veulent faire ça gratuitement, par exemple, ou des choses comme ça. C'est une erreur. C'est une erreur, en fait. C'est une erreur parce que non seulement tout travail mérite rémunération, quel que soit le niveau, mais en plus de ça, inconsciemment dans la tête du client, vous prenez une place, on va dire, inférieure. Parce que c'est triste à dire, mais c'est un biais psychologique. Quand quelqu'un voit un prix inférieur, il va automatiquement associer ça à un service de qualité inférieure. Donc le fait juste de mettre un prix élevé, déjà vous allez vous positionner dans l'esprit de votre futur client comme quelqu'un de qualitatif. Et c'est ce qui différencie beaucoup les coachs qui galèrent et les coachs qui bon, après, sont bien. ceci dit, je te rejoins, hein, je reprends le message que tu veux véhiculer. Par contre, ce n'est pas parce que c'est cher que c'est toujours qualitatif. Oui, il y a toujours un plateau, hein, mais n'ayez pas peur de demander vos prix et n'ayez pas peur de donner votre valeur et n'essayez pas de vous battre sur les prix, sur une réduction de prix, mais juste sur la qualité de votre service et mettez le prix que vous méritez et donnez un service de qualité qui suit. Quel serait selon toi le prix moyen qu'un coach indépendant dans une salle devrait demander? Ma question est un peu bateau parce que ça dépend de tellement de paramètres. Mais aujourd'hui en Belgique, en fonction de l'évolution du marché, en fonction de l'émergence des coachings en ligne, de l'IA, quel serait un prix que tu trouves convenable? Pas en dessous de 70 € de l'heure, je dirais. TTC ou avec TVA ou sans TVA? TVA compris, je dirais, mais pas plus bas que ça. Et quoi, ça fait 55 € plus ou moins 60, ouais, dans ces zones-là. Donc 70 € TTC. TTC, oui. Donc, ça, pour moi, c'est le prix minimum et par package. Hein, oui. Si on répartit ça sur un package, on va dire en moyenne de 10, donc un package de 10 à 700 €. Pour moi, ce serait après les sessions indépendantes comme ça, là un peu plus quand même. Ça va. Merci Michael d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir reçus dans ta salle. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci à toi. Mais avant de te laisser gérer tes coachs, on a l'habitude de terminer avec une question, une image. L'image, c'est la suivante. Je suis ton fils. Ok. C'est une image. Ok. J'aurais honte. Oui, je serais fier. J'espère. Je suis ton fils, je viens devant toi et je te pose deux questions. Papa, j'aimerais ouvrir une salle. Qu'est-ce que tu me dirais? Ça va être dur, mais n'abandonne pas. La larme a failli couler. J'ai failli. Ok, ça va être dur, mais n'abandonne pas. Ok. Et ma deuxième question, dans le même ordre d'idée, j'ai envie de devenir coach indépendant.
qu'est-ce que tu me dirais? Ne cesse jamais d'apprendre. Merci. Je t'en prie. Merci à tous d'avoir suivi cet échange. Si tu es personal trainer, coach sportif et que tu es désireux d'apprendre, de continuer à progresser et d'évoluer dans ton business, n'hésitez pas à nous suivre. Rendez-vous lors du prochain épisode avec un nouvel intervenant.